Bonjour. Donc, ce cours pour analyser la difficulté communicationnelle dans les activités et les APSA sociomotrices. Il s'agit bien de réfléchir et de donner des outils pour permettre de déterminer quelle est cette difficulté communicationnelle. Donc le plan, nous allons voir une distinction principale. La distinction principale, elle est vite faite, c'est celle qu'on peut faire entre les activités avec des adversaires et les activités d'expression, qui ne sont pas du tout les mêmes activités, l'une dépendante des adversaires, l'autre ayant essentiellement une fonction de communication. Mais nous y reviendrons. Donc le plan, on va étudier la communication praxique et les jeux collectifs avec adversaires. Je ne détaille pas tout de suite tout ce qu'on va étudier, ça reviendra dans le cours et vous pouvez le lire directement à l'écran. Ensuite, on étudiera la communication et les activités sémiocinétiques. Sémiocinétiques, c'est les activités donc, dans lesquelles il s'agit de produire du sens. On continuera en synthétisant sur la complexité communicationnelle et en fonction de l'avancée du travail, on étudiera l'observation et les causes possibles. Alors, allons-y, étude de la logique interne des jeux collectifs, les complexités communicationnelles, excusez-moi. On va faire donc l'étude des réseaux de communication, et l'auteur qui a énormément travaillé là-dessus, c'est par le bas, une synthèse en 1999, mais ses travaux datent de bien avant. Donc, qu'est-ce que c'est que les réseaux de communication? Il s'agit de calculer toutes les combinaisons possibles de communication. Donc, CNP, c'est une formule mathématique, N étant le nombre de participants et P étant le nombre de participants moins 1. Donc, on va étudier dans ces situations les réseaux de solidarité, avec qui je joue, et donc avec qui j'interagis de manière commune et positive ensemble. Les réseaux de rivalité, c'est contre qui? Et on va partir d'un premier exemple. Un exemple qui est la balle assise. Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? C'est un jeu tout bête. La balle assise, il y a des joueurs sur un terrain, pas d'équipe. Le joueur qui a la balle, s'il envoie la balle à un partenaire, eh bien le partenaire il est prisonnier, il s'assoit. Le but du jeu est de rester le dernier sur le terrain. Mais si la balle est envoyée en roulant par terre à quelqu'un qui est assis, ou s'il la récupère en étant assis, il se remet debout et il devient un nouveau joueur. Donc on peut être en rivalité avec tout le monde et on peut construire des réseaux de solidarité. Je viens de vous mettre à l'écran ce que je viens d'expliquer. Voilà. Comme ça, si vous voulez revenir, vous pourrez relire, vous pourrez comprendre ce jeu-là. C'est un jeu qu'il faut vivre, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer comme ça, c'est un jeu qu'il faut vivre, mais vous voyez, les règles sont très simples. Si on s'amuse à schématiser le réseau communication, si on a 6 joueurs, en général ça peut se faire à beaucoup plus, ça peut se faire à 20, ça peut se faire à 30, c'est un jeu qui se fait dans des classes, dans des colos, etc. Eh bien, si on schématise tous les réseaux de solidarité, vous voyez que A, eh bien, il a 5 réseaux de solidarité possibles. B, comme il y en a déjà eu un fait avec A, il ne lui en reste plus que 4. C, comme il a déjà fait avec A et B, il ne lui en reste plus que 3. D, comme il a déjà fait avec les autres, il ne lui en reste plus que 2. Et E, il ne lui en reste plus qu'un. Voilà. Donc nous avons un réseau, un nombre de combinaisons qui est égal à 15, qui peut être un réseau de solidarité ou qui peut être un réseau de rivalité. Ici, on va faire exactement le même schéma. Et donc nous allons retrouver un réseau de rivalité qui va être exactement le même que le réseau de solidarité possible, en sachant que c'est d'abord un réseau de rivalité qu'on a et qu'ensuite vont se mettre en place des réseaux de solidarité en fonction de l'évolution du jeu. Donc on a un bigraphe symétrique et complet entre rivalité et solidarité. Voilà. Alors, on peut aller un petit peu plus avant et étudier ces réseaux de solidarité et de rivalité selon les jeux. On va étudier essentiellement 2 jeux. On va étudier un réseau symétrique, le volet, et un réseau asymétrique dans un jeu paradoxal, poule, renard, vipère. Au volet, le réseau est symétrique. Nous avons 2 équipes, A et B. A est en réseau de solidarité avec A, une évidence. B est en réseau de solidarité avec B, mais A est en réseau de rivalité avec B, et B en réseau de rivalité avec A. Poule, renard, vipère. Qu'est-ce que c'est que ce jeu bizarre? Eh bien, c'est un jeu dans lequel les poules, du point de vue écologique, mangent les vipères mangent les renards, et les renards mangent les poules. On a bien un fonctionnement
asymétrique, puisqu'il n'y a pas de rivalité directe, mais que des rivalités indirectes. Si on schématise, les poules sont en réseau de solidarité, les renards sont en solidarité indirecte avec les poules, puisque en mangeant les... excusez-moi, je suis perdu. Les poules sont en réseau de solidarité entre elles, les poules sont en réseau de rivalité avec le renard, mais c'est à sens unique, et elles sont en solidarité indirecte avec les vipères, puisque comme les vipères, eh bien, elles mangent, elles tuent les renards, et que les renards sont des prédateurs des poules, on voit bien qu'ici, on a un jeu paradoxal, puisque si les poules mangent trop de vipères, elles renforcent les renards qui vont les affaiblir. Situation écologique, n'est-ce pas? Et donc, nous avons ici un schéma asymétrique poule, renard, vipère. On va s'amuser maintenant à aller un petit peu plus avant, c'est-à-dire à regarder ce qui se passe quand les réseaux de communication dans ces jeux-là. On ne va pas tous les étudier. Réseau de communication au volet. Réseau de communication au volet, il est assez simple, il est facile. Excusez-moi, le schéma n'est pas très joli, mais si on s'amuse à faire A, voilà, le réseau de solidarité, il est en rivalité avec B, qui a le même réseau de solidarité, et B est en réseau de rivalité avec A. Voilà. Si on va un petit peu plus loin sur un autre jeu qui est la balle au prisonnier, on voit que cette balle au prisonnier, ici, vous avez au milieu, alors je ne sais pas si je peux le pointer, voilà, vous avez ici le réseau de rivalité qui correspond à celui du volet, mais balle au prisonnier que chacun connaît, vous avez des prisonniers dans l'autre camp, et vous voyez bien apparaître des réseaux de solidarité entre les prisonniers B et B', mais des réseaux de rivalité entre B' et A. Donc on a ici un schéma, du point de vue de la communication, qui est beaucoup plus complexe que le schéma du volet. Donc du point de vue de la communication, on est bien d'accord, de la communication, le volet, la balle au prisonnier est plus complexe que le volet. Alors quels sont les éléments à aller étudier après pour continuer d'étudier la complexité communicationnelle? Eh bien, les voici. Ah, excusez-moi, voilà. Statut et rôle sociomoteur. On va maintenant aller un peu plus loin, parce que les réseaux de communication, c'est bien, mais il faut s'interroger sur qui joue et comment on joue à l'intérieur. Donc le statut sociomoteur, c'est pas compliqué, il est défini par les règles du jeu. C'est les règles du jeu qui déterminent les possibles et qui déterminent ce qu'il est possible de faire. Voilà. Donc en correspondance avec le statut sociomoteur, nous avons le rôle sociomoteur. C'est-à-dire que ce statut sociomoteur permet la mise en place d'un certain nombre de rôles. Dans les statuts, on définit les modes d'interaction avec les adversaires, les modes d'interaction avec les partenaires, on définit les zones de jeu dans lesquelles il est possible de jouer, et bien le rôle sociomoteur correspond exactement à celui-ci. Si vous prenez le volet, vous avez des rôles sociomoteurs qui sont liés au statut d'être avant ou arrière, qui déterminent où on peut attaquer, qui déterminent comment on peut attaquer. De la même façon, si vous prenez le basket, il n'y a pas de rôle sociomoteur différencié, puisque tout le monde peut jouer à tout. Si vous prenez la balle au capitaine, vous avez bien deux rôles sociomoteurs, qui c'est celui du capitaine et celui des joueurs de champ. Voilà. Alors ensuite, eh bien, après les rôles sociomoteurs, nous avons les sous-rôles de sociomoteur. Le sous-rôle sociomoteur renvoie à une classe de conduite motrice regroupant les actions jugées équivalentes au point de vue stratégique. Il fait référence à des verbes d'action: passeur, receveur, frappeur, intercepteur, chasseur, dans les jeux avec chasseur-chassé, dans les jeux où il s'agit d'attraper l'autre en le tirant avec un ballon. Voilà, les sous-rôles sociomoteurs. Le libéraux est un sous-rôle sociomoteur au volet, parce qu'il était défini que ça, mais ce n'est pas un rôle... non, ce n'est pas un sous-rôle sociomoteur, excusez-moi, je suis en train de dire des bêtises, c'est un rôle tactique. Voilà, rôle tactique. Le rôle tactique, c'est tout simplement les rôles qui sont donnés dans le jeu et qui précisent dans les sous-rôles sociomoteurs ceux qui seront dominants. Si vous prenez le libéraux au volet, eh bien, dans ces sous-rôles sociomoteurs, il va être essentiellement sur la réception. De la même façon que le pivot au basket, c'est un rôle tactique qui va mettre en œuvre des sous-rôles sociomoteurs particuliers. C'est différent du rôle sociométrique, qui serait celui de mesurer la position du joueur dans une relation collective et sociale aux autres. C'est différent du rôle socio-affectif, leader, etc. C'est donc une analyse qui est totalement différente de celle de la sociologie. C'est bien une analyse spécifique à la motricité. Voilà. Alors, statut et rôle sociomoteur, pour bien faire comprendre ça,
Le plus facile, c'est de prendre le jeu des échecs entre le cavalier, le fou, les pions, le roi, la reine. Chacun a un statut différent et des rôles qui sont différents, qui déterminent ce que chacun peut faire, comment chacun peut prendre l'autre, quels sont ses modes de déplacement. On pourrait imaginer des jeux de cette forme-là. Voilà. On peut avoir d'autres exemples dans les éperviers, où cette fois-ci on va voir apparaître. On a deux rôles qui sont l'épervier et puis les chassés, mais on sait que les chassés peuvent devenir à leur tour éperviers. Dans poule, renard, vipère, on a bien des rôles sociomoteurs différenciés, mais on va avoir des sous-rôles qui vont évoluer, puisqu'on va pouvoir devenir prisonnier, puisque quand la poule chope une vipère, elle la met en prison. Et donc il va y avoir des sous-rôles qui vont être prisonniers, qui vont être en délivreur, qui vont être pourchasseurs, etc. Voilà. Et ce qui va nous intéresser pour continuer d'étudier cette complexité, eh bien, ça va être la question des changements possibles de rôle. Changement de rôle dans le jeu, parce que selon les activités, selon les jeux, on va pouvoir des changements qui sont plus ou moins importants. Je vous donnerai juste un exemple, c'est le jeu d'accroche-décroche. Le jeu d'accroche-décroche est un jeu dans lequel on est accroché par deux, avec l'anse qui est formée par le bras, et puis il y a un chat et une souris. Le chat doit attraper la souris. Si la souris vient accrocher un des couples qui sont en position d'amphore, comme ceci, eh bien, celui qui est à l'opposé devient la souris, et donc le chat doit poursuivre la nouvelle souris. On a donc un jeu ici avec des changements de rôle, puisque on peut être en attente, on peut être chassé, on peut être chasseur, mais on peut passer d'un seul coup à accrocher, et donc de l'autre côté, on devient décrocheur, et en devenant décrocheur, on devient poursuivi. Et bien sûr, si on se fait choper, si on se fait attraper, excusez-moi, eh bien, on devient le chat. Voilà, donc, pour analyser la complexité, réseau communicationnel, statut et rôle, sous-rôle, changement de rôle sociomoteur. Mais ce n'est pas tout, il nous faut aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, donc le jeu accroche-décroche qui apparaît là, hein, voilà, on pourra aller chercher d'autres exemples, hein. Il y a d'autres exemples qui seront mis sur le MOOC pour vous permettre de vous familiariser avec tout ça. Ensuite, pour continuer sur la complexité, il y a les réseaux des interactions de marque. Qu'est-ce que c'est que ça, le réseau des interactions de marque? Eh bien, c'est tout simplement le réseau de ceux qui peuvent marquer des points. Selon les jeux, ce n'est pas tout le monde qui peut marquer des points. Bien sûr, en général, dans les jeux classiques, les sports collectifs, c'est assez simple. Mais dans les jeux traditionnels, ça arrive que ce soit beaucoup plus compliqué. Donc l'interaction de marque au basket, réseau antagoniste à 5 joueurs contre 5 joueurs, c'est le même que le réseau de communication. C'est-à-dire que nous avons un système dans lequel nous allons avoir un réseau de communication et un réseau de marque qui est égal à 15. Par contre, quand vous êtes dans une passe à 10, la passe à 10, on marque un point à chaque fois qu'on passe la balle à un partenaire, eh bien, on a un réseau de marque qui est coopératif, qui est égal à l'ensemble des interactions possibles entre les joueurs. Et donc vous voyez qu'ici, le réseau de marque est beaucoup plus complet et à chaque fois on peut marquer, donc ça devient un réseau de marque qui rend le jeu plus complexe en termes de communication dans le réseau de marque. Voilà. Et ici, donc, le basket présente ici un réseau antagoniste qui est celui-ci. Voilà. Alors, réseau des interactions de marque, je ne vais pas développer celui-ci, ce serait un petit peu long. Le jeu de barre, avec le temps d'explication de ce jeu, ça reste un peu compliqué. C'est juste pour vous dire qu'il existe des réseaux mixtes de marques, antagonisme et soutien, pour dire très vite, en fait, au jeu de barre, quand le joueur A poursuit le joueur B, eh bien, il est poursuivi par un autre joueur qui est le joueur C. Donc, on a bien un réseau mixte, puisque on a un réseau de marques qui est de A vers B, mais pas de B vers A, et qui est de C vers A, mais pas de A vers C. Et donc, on a un système d'interaction de marque qui rend ce jeu solidaire, puisqu'on dépend de son partenaire pour réussir à attraper l'autre et pour ne pas être pris. Je vous invite à aller regarder un petit peu sur des bouquins de jeux, si nécessaire, ce jeu-là. Voilà. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, en synthèse, analyser un jeu collectif, c'est représenter les réseaux de communication, c'est caractériser les statuts sociomoteurs et leurs rôles associés, c'est caractériser les sous-rôles sociomoteurs possibles, on peut en faire le graphe,
c'est schématiser le réseau des interactions de marque, c'est étudier les systèmes de codage possibles, nous n'en avons pas parlé, mais on peut coder la communication de différentes manières, CF le cours que nous avons déjà fait, et CF la suite de ce cours. Et c'est conceptualiser les communications directes et indirectes possibles, les communications directes renvoyant au réseau de jeux classiques, les communications indirectes renvoyant à des réseaux construits de manière stratégique par l'entraîneur. Voilà. Et étudier un comportement collectif, ça va être observer effectivement tous ces éléments-là. Les réseaux de communication de marque, les réseaux de contre-communication, comment se construit la contre-communication en direction des adversaires, les rôles et sous-rôles, les systèmes de codage qu'on utilise, des gestes, des praxèmes, etc. Les systèmes de communication directe, c'est-à-dire la mise en œuvre des actes systématiques de jeu, appui, soutien, etc. Et les communications indirectes, c'est-à-dire tout ce qui va être la communication référencée, spécifique à l'équipe, ce qu'a construit l'entraîneur pour tromper l'adversaire. Communication et activité sémiocinétique. Maintenant. Communication et activité sémiocinétique, en introduction, eh bien, tout bêtement, nous sommes sur un type de but sémiocinétique. Cinétique, mouvement, sémio, le sens. Il s'agit de construire du sens pour le mouvement. C'est donc un autre type d'activité dans lesquels les sous-buts sont successifs. Ils sont liés aux émotions, à l'émission d'un message, d'une intention corporelle. C'est-à-dire que les sous-buts sont construits en fonction d'un message à transmettre, de même que tous les déplacements. Donc les conditions environnementales, eh bien, pas d'incertitude, bien évidemment, sauf dans les matchs d'improvisation. Il y a des partenaires, pas toujours, et il y a forcément des spectateurs. Les conditions procédurales, et là c'est intéressant, elles dépendent du type de communication et du code. C'est une logique inverse. C'est-à-dire que les conditions procédurales sont déterminées par la production d'émotions et la communication avec spectateurs et ou avec partenaires. Donc, la communication dans ces activités-là est moyen et fin. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les comportements moteurs, avec leur qualité, et en particulier le type d'énergie investie par le danseur, constituent des indices organisés en système, des praxèmes, où le signifié est l'outil premier d'échange entre acteurs. Signifié, premier outil d'échange entre acteurs, mais bien évidemment, en direction des spectateurs. Donc les comportements moteurs sont cette fois-ci construits et choisis en fonction de leur signification consciente et inconsciente. Et donc le code sémioteur, système de signes et de leur combinaison produits et ou interprétés par les sujets agissants, mais aussi par les sujets spectateurs, est un code entre acteurs qui donne sens au jeu de chacun et un code à reconstruire par chaque spectateur. Il est organisé en fonction de la production du sens et de l'émotion. Et donc, on va avoir une communication entre partenaires qui va être verbale, explicite ou implicite. Plus souvent, elle est implicite. Dans le théâtre, elle est explicite, mais on va encore pouvoir jouer CF le cours sur la communication, sur l'intonation, sur l'ordre des mots dans la phrase, etc. Il va être corporel, ou non-verbal, on dit aussi, CF le cours déjà fait. Il va être praxémique, bien sûr, intégrant l'ensemble de tout ça, plus les gestes, les déplacements, etc. Et il va être transversalement lié à la qualité énergétique du déplacement. C'est quelque chose d'un peu difficile à saisir, cette qualité énergétique, puisqu'elle renvoie à une intentionnalité, à une manière d'être, etc., à une énergie que dégage le sujet. Il y a bien sûr communication avec les spectateurs, qui va faire référence à un code explicite, référencé et compréhensible par tout le monde dans la danse classique. En tout cas, pour ceux qui connaissent la danse classique, chacun sait bien traduire la manifestation corporelle en un code. Elle va être implicite référencée, c'est-à-dire qu'en gros, dans une même culture, le code implicite existe et on va avoir donc une métacommunication faisant notamment appel aux sentiments et à leurs déclencheurs culturels. On retrouve ça assez facilement dans le cinéma. C'est un premier niveau, on dira, de communication. Il peut être aussi totalement non référencé en faisant appel aux émotions essentielles de l'humanité, aux archétypes collectifs, aux inconscients, rapport à la vie, rapport à la mort, etc. Rapport à l'Oedipe, rapport au désir et à la sexualité.
Et donc la complexité communicationnelle ici va dépendre, justement beaucoup plus que dans l'autre, des systèmes de codage utilisés. Qu'est-ce que je vais bien utiliser là? Je vous renvoie au cours déjà fait. Du degré d'explicitation de ce codage, de l'importance des métacommunications et de leur préférençage, c'est-à-dire la référence, est-ce qu'elle est bien commune, est-ce qu'elle est totalement implicite ou est-ce qu'elle est relativement inconsciente, des statuts sociomoteurs permis par le jeu. Là, nous revenons beaucoup plus sur les jeux collectifs, mais les statuts sociomoteurs peuvent aussi être caractérisés dans les activités de mime ou de danse dans laquelle on va limiter les possibles et donc les rôles sociomoteurs et les sous-rôles qui sont associés. On va caractériser des personnages particuliers avec des rôles sociomoteurs particuliers qui vont peut-être évoluer d'ailleurs au cours de la prestation. Des réseaux de communication, de la lisibilité du contexte, mais aussi des dimensions liées à la complexité informationnelle et décisionnelle. L'observation maintenant. Je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que là je pense que vous commencez à être un petit peu fatigué. On va juste pointer quelques éléments et dire que, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, l'observation, c'est tout ce qu'on vient de voir. Les réseaux de communication, indirect, par où passent ces réseaux de communication, les réseaux de marques, les rôles tenus, etc. Tout ça, ça va être des catégories d'observables qu'on va peut-être aller étudier avec des observables plus précis, portant sur les circulations de balles, sur les déplacements des joueurs, sur l'occupation de l'espace, etc. Je vous renvoie aux documents sur l'observation existante. Et bien sûr, quand on va travailler sur les causes, on va avoir des causes spécifiques qui vont être liées justement à tous ces problèmes de communication, au schéma de la communication, à sa qualité, si le cours déjà fait, bien sûr aussi au contexte qui va favoriser ou pas la communication. Je vous renvoie au cours sur les fonctions processus. Et puis, il y aura ce qu'on pourrait appeler des causes aspécifiques, sémiotrices, c'est-à-dire qui ne sont pas liées directement à la communication. Alors, un petit aparté entre la fonction de décodage et la fonction psychosémantique qui peut paraître très proche. La fonction de décodage, c'est celle qui permet de décoder ce qui est émis. La fonction psychosémantique, eh bien, elle suppose du décodage, mais elle suppose aussi la prise d'information. Donc, on va toujours avoir un couplage entre décodage et psychosémantique. Donc, nous aurons des problèmes communicationnels, mais ces problèmes communicationnels, eh bien, elles seront aussi en rapport avec la fonction psychosémantique et la fonction décisionnelle. Et donc, dans les fonctions sémiotrices, nous aurons bien, et les activités sémiotrices, nous aurons bien les trois causes possibles. Et puis, nous aurons des causes aspécifiques non sémiotrices, c'est-à-dire ne relevant plus de la sémiotricité, qui renvoient à la suite du cours, et non plus à ce cours-là, c'est-à-dire toutes les causes liées aux émotions. Je ne détaille pas plus que ça. Toutes les causes et les émotions dans la communication, elles sont fondamentales. On trouve toutes les questions d'identité, d'existence de soi, que j'ai un peu développé dessous. On reviendra un petit peu sur les émotions, mais je vous laisse réfléchir dans la communication, la part fondamentale des émotions qu'on ne peut pas éluder, parce qu'on ne communique pas pour communiquer, on communique pour exister. Et puis les causes énergie-motrices et les causes psychosensorimotrices. Voilà, je vous remercie de votre attention. Un peu dense, bien sûr, je vous invite à aller le reprendre, je vous invite à aller voir les exemples d'analyse de jeux collectifs qui vont être déposés sur le MOOC, et surtout, je vous invite à vous approprier ce cours en allant faire l'analyse de la balle au capitaine, en allant étudier et proposer des possibilités de transformation telles que c'est pointé dans la boussole, qui explique ce que vous avez à faire. Ce ne sera pas fait dans les activités sémio-cinétiques. Je vous invite seulement à y réfléchir et puis à penser à cela quand vous allez peut-être voir un spectacle. Merci de votre attention et à bientôt.